Pour comprendre cette trahison, il faut d'abord comprendre la peur. Au début des années 2000, le monde de la tech est une dictature. Microsoft écrase tout sur son passage. Steve Jobs chez Apple et les jeunes fondateurs de Google ont un point commun. Ils détestent le monopole de Bill Gates. À cette époque, Apple et Google ne sont pas des rivaux, ce sont des frères d'armes. On ne trahit que ses amis. Et entre Steve et Eric, l'amitié est réelle. Ils sont voisins à Palo Alto. On les voit souvent marcher ensemble, refaisant le monde. Jobs voit en Eric Schmidt l'adulte capable de canaliser le génie de Google. Il y a une admiration mutuelle, une fusion intellectuelle que personne ne semble pouvoir briser. En août 2006, Jobs franchit une étape historique. Il invite Eric Schmidt à rejoindre le conseil d'administration d'Apple. C'est un geste d'une confiance absolue. Jobs lui donne les clés du sanctuaire. Schmidt devient l'un des rares hommes sur Terre à avoir un accès total aux secrets les plus protégés de Cupertino. Ce que Schmidt découvre derrière ses portes closes dépasse tout ce qu'il a pu imaginer. Il voit l'iPhone avant le monde entier. Il touche les écrans tactiles alors qu'ils ne sont que des morceaux de verre reliés à des câbles. Jobs lui montre tout, car il est convaincu que Google sera le partenaire qui apportera la recherche et les cartes sur son futur téléphone. Leur lien est si fort qu'ils passent un pacte secret, le fameux accord de non-débauchage. Apple ne recrute pas chez Google, et Google ne recrute pas chez Apple. Pour Jobs, c'est une preuve de loyauté. Pour Schmidt, c'est peut-être déjà une stratégie pour garder ses espions en place. Le loup est dans la bergerie et Steve Jobs vient lui-même de lui ouvrir la porte. De 2006 à 2009, Eric Schmidt mène une existence périlleuse. Le jour, il est l'un des conseillers les plus écoutés de Steve Jobs. Il assiste au conseil d'administration où l'on définit la stratégie d'Apple pour la prochaine décennie. Il voit les chiffres de vente prévisionnels, les brevets déposés en secret et surtout, la technologie révolutionnaire du multitouch. Pendant ce temps, chez Google, une équipe travaille dans le plus grand secret sur un projet nommé Android. Mais à l'époque, Android ne ressemble pas du tout à ce que nous connaissons. C'est un clone du BlackBerry, un téléphone avec un petit écran et un clavier physique plein de touches. Pour Google, l'objectif est simple, s'assurer que leur moteur de recherche soit présent sur tous les mobiles, avant que Microsoft ne rafle la mise. Mais à chaque fois que Schmidt revient de chez Apple, le malaise grandit. Il sait que le projet Android est déjà obsolète avant même de sortir. Il a vu le futur dans les mains de Jobs, et ce futur n'a pas de clavier. L'histoire raconte que lorsque Andy Rubin, le créateur d'Android, a vu ce que préparait Apple, il a demandé à son chauffeur de s'arrêter sur le bord de la route pour dire « Oh mon Dieu, je crois qu'on ne va pas sortir notre téléphone tel quel. » Sous l'impulsion des rapports de Schmidt, Google prend une décision radicale. Le pivot à 180 degrés. Il jette des mois de travail à la poubelle. Les ingénieurs reçoivent l'ordre de copier l'interface d'Apple. Ils abandonnent les touches pour le tout tactile. En coulisses, Schmidt joue un jeu dangereux. Il continue de siéger au conseil d'Apple, prétendant que Google n'est pas un concurrent, tout en supervisant la construction d'un miroir technologique de l'iPhone. Steve Jobs, d'habitude si paranoïaque, reste aveugle. Il admire tellement l'intelligence de Schmidt qu'il ne voit pas les signes avant-coureurs. Il pense que Google restera un simple fournisseur de services, un allié de confiance pour Maps et YouTube. Il ne réalise pas qu'il est en train de nourrir le prédateur qui va briser son monopole avant même qu'il ne soit installé. La trahison est en marche et elle porte un nom, Android. 9 janvier 2007. C'est une date gravée dans l'histoire. Steve Jobs monte sur la scène du Moscone Center à San Francisco. Il s'apprête à présenter l'iPhone. Le monde ne le sait pas encore, mais l'industrie du téléphone va être balayée en 1 heure. Et au premier rang, un homme observe chaque détail avec une attention presque médicale. Eric Schmidt. Au milieu de la présentation, Jobs fait l'impensable. Il invite Schmidt à le rejoindre sur scène. Ils plaisantent, comme de vieux amis. Jobs lance même une blague restée célèbre. Nos deux sociétés sont tellement liées qu'on devrait fusionner et s'appeler Apple Goo. La salle éclate de rire. À cet instant, Schmidt sourit, mais il sait que dans les bureaux de Google, ses ingénieurs sont déjà en train de disséquer ce qu'ils voient pour l'adapter à Android. C'est le sommet de l'hypocrisie business. Le choc arrive seulement quelques mois plus tard, en novembre 2007. Google annonce officiellement l'Open Handset Alliance et dévoile Android. Pour le public, c'est une alternative ouverte à Apple. Mais pour les ingénieurs de Cupertino, c'est une copie carbone. Les menus, la gestion des mails et surtout cette interface tactile. Tout ressemble étrangement à ce que Schmidt a vu lors des conseils d'administration secrets.
Quand Steve Jobs découvre les premières images d'Android, il entre dans une colère noire. Il se sent violé. Pour lui, ce n'est pas de la compétition, c'est du pillage. Il réalise enfin que pendant qu'il ouvrait son cœur et ses labos à Schmidt, ce dernier prenait des notes pour construire une arme de guerre. Le pacte de Palo Alto vient de voler en éclats. Le coup de poignard est d'autant plus douloureux que Schmidt siège toujours chez Apple à ce moment-là. Il faudra attendre 2 ans de plus pour qu'il soit officiellement chassé. Jobs comprend que son plus proche allié est devenu son pire cauchemar. La phase diplomatique est terminée. La place est désormais faite à la vengeance. Quand Steve Jobs découvre l'ampleur du système Android, il ne voit pas un cambriolage. Sa colère est sans précédent dans l'histoire de la Silicon Valley. Dans sa biographie officielle, il lâche cette phrase qui va glacer le sang des dirigeants de Google. « Je vais détruire Android parce que c'est un produit volé. Je vais mener une guerre thermonucléaire contre eux jusqu'à mon dernier souffle. » Jobs ne bluffe pas. Il lance une offensive juridique mondiale d'une violence inouïe. Il ne s'agit plus de protéger des parts de marché, il s'agit de punir. Apple dépose des dizaines de plaintes pour violation de brevets. Jobs veut asphyxier Google, dépenser chaque centime des milliards de dollars en réserve d'Apple pour prouver que Google a pillé l'âme de l'iPhone. Pour Jobs, Samsung, qui utilise Android, n'est qu'un simple exécutant. Le vrai cerveau, le vrai traître, c'est Google. Il se sent personnellement humilié par Eric Schmidt, qui, selon lui, a utilisé son siège au conseil d'administration pour dévaliser la propriété intellectuelle d'Apple. C'est le début d'une guerre de tranchées qui va durer plus de 10 ans et coûter des centaines de millions en frais d'avocat. Une rencontre secrète a lieu dans un café de Palo Alto entre Jobs et Schmidt pour tenter de calmer le jeu. Mais c'est un échec total. Jobs refuse tout compromis financier. Il dit à Schmidt « Je ne veux pas de votre argent. Si vous m'offriez 5 milliards de dollars, je n'en voudrais pas. Je veux que vous arrêtiez d'utiliser nos idées dans Android. » La discussion est glaciale. L'amitié est morte, remplacée par un mépris définitif. Jusqu'à ces derniers jours, Jobs restera hanté par cette trahison. Même affaibli par la maladie, il consacrera une énergie colossale à cette guerre. Il refusera que les services de Google soient intégrés nativement dans les futurs iPhones, cherchant à effacer toute trace de son ancien allié. Il voulait que le monde entier sache qu'Android était, selon ses propres mots, une grande escroquerie. Aujourd'hui, avec le recul, qui a réellement gagné cette guerre? Si l'on regarde les chiffres bruts, le constat est sans appel. Google a gagné. Plus de 70% des smartphones de la planète tournent sous Android. En ouvrant son système à tous les constructeurs, de Samsung à Xiaomi, Google a réalisé son rêve. Devenir l'air que nous respirons numériquement pour nourrir sa gigantesque machine publicitaire. Mais si l'on regarde les bénéfices, c'est une autre histoire. Apple trône seul au sommet. En restant fermé, exclusif et premium, Apple capte l'immense majorité des profits du secteur. Steve Jobs a perdu la bataille des parts de marché, mais il a gagné celle de la valeur et du prestige. L'iPhone n'est pas juste un téléphone, c'est devenu le standard de l'industrie que tout le monde tente encore, désespérément, de copier. Au-delà des chiffres, la trahison d'Eric Schmidt a changé l'âme de la Silicon Valley. Elle a marqué la fin d'une certaine innocence. Avant, on pouvait être amis et partenaires. Après, tout est devenu une question de propriété intellectuelle et de paranoïa. Cette guerre a forcé chaque utilisateur à choisir son camp, l'écosystème fermé et sécurisé d'Apple, ou la liberté ouverte et fragmentée de Google. Il n'y a plus de place pour la neutralité. Steve Jobs est parti avec sa rancune, refusant jusqu'à son dernier souffle de pardonner à celui qu'il considérait comme son petit frère spirituel. Mais son obsession de la perfection a défini le monde dans lequel nous vivons. Chaque fois que vous glissez votre doigt sur votre écran tactile, vous utilisez un morceau de cette guerre thermonucléaire. Et vous, pensez-vous que cette trahison était nécessaire pour faire avancer la technologie? Ou est-ce que Google a franchi une ligne rouge qui ne devrait jamais être franchie en business? Dites-le moi en commentaire. Profitez-en aussi pour me dire s'il y a d'autres sujets, scandales ou duels de légende que vous aimeriez voir décryptés sur cette chaîne. Si cette enquête vous a plu, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain Envers du Business.